En tant que directeur de l'UIT Chères-aux-Manches, je suis ravi de vous accueillir ce soir dans le cadre de la Semaine de l'Industrie pour cette conférence Le nucléaire soigne, dans le nucléaire soigne. Et je pense qu'effectivement, la soirée va être bien partagée entre les interventions et ensuite le débat. Donc je vous souhaite bien débattre et je vous laisse. Je passe la parole à Mme Michel. Bonsoir. Oui, Normandie, la semaine Jeune Génération, Nucléopolis et la Technopole de Cherbourg-Normandie sont heureux de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème pour le nucléaire soigne. Cette initiative s'inscrit dans la semaine de l'industrie au niveau national. Merci aux trois professeurs qui ont accepté notre invitation, le professeur Jacques Foss, le professeur Jean Dachary et le professeur Denis Agostini. Le professeur Jacques Foss va nous présenter l'énergie nucléaire et sa découverte. Le professeur Jean Dachary et le professeur Denis Agostini nous expliqueront ce qu'est un cancer et comment on le traite depuis son dépistage jusqu'à son traitement. Un espace a été réservé dans votre livret d'accueil pour que vous puissiez prendre des notes et noter des questions pour l'échange qui suivra tout à l'heure. Un enregistrement de la conférence est réalisé en vidéo par Laurent Danger. Il sera disponible prochainement sur le site unicnam.fr. Nous tenons à remercier nos partenaires, la Semaine Jeune Génération, donc avec Pascal Derache qui est ici, EDF Flamanville, DCNS, Areva La Hague, le site universitaire, Unicamp et l'UT Cherbourg-Manches, et particulièrement M. Philippe Grangeret qui met à notre disposition ses locaux. Stéphane Bresson, directeur de Nucléopolis, va ajouter quelques mots. Merci, Mme Kirchner. Je voudrais d'abord excuser le président Daniel Guéraud, président de Nucléopolis, qui a dû annuler au dernier moment sa participation, il souhaitait évidemment être présent, mais il peut malheureusement être là ce soir pour des raisons personnelles. Je voulais aussi vous remercier d'être tous présents, d'avoir un grand confié du plan, ça fait plaisir sur ce sujet-là. Merci au nom de Nucléopolis, donc une association qui regroupe l'ensemble des acteurs scientifiques et industriels qui œuvrent dans le domaine des sciences nucléaires en Basse-Normandie, qu'elle soit dans le domaine de l'énergie, que je fasse une produit sur le Cotentin ici, mais aussi dans le domaine de la santé. Et effectivement, il est peut-être moins connu que les sciences nucléaires, les technologies nucléaires, depuis la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, puis les premières applications qui ont été faites par les frères Curie, les frères et sœurs Curie, Pierre et Marie Curie, en 1900 et en 1911, avec des applications avant tout santé. Et ça, je pense que c'est ce que vous représentez nos deux intervenants du secteur médical. Donc, un sujet extrêmement important aussi pour ce pôle nucléaire, les sciences nucléaires de Basse-Normandie, qui souhaite développer cet axe santé de manière forte dans notre région. Merci à vous d'être présents et je passe aussi la parole à Nicolas Picard, qui est aussi à nos partenaires. Bonsoir à tous. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Je vais juste vous accueillir en tant que local de l'étape sur donc le site universitaire. On a effectivement l'habitude de beaucoup travailler avec les acteurs universitaires, donc que ce soit l'UT, ADESIX, l'école d'ingénieurs qui est juste à côté. Et vous dire que c'est un plaisir d'avoir cette thématique-là, nucléaire santé, qui est un petit peu plus rare sur le Cotentin, mais qui pour une fois est original par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, même si sur la radioprotection, etc., on peut avoir des sujets vraiment intéressants. Là, c'est un sujet un peu différent. Et ça va être, disons, que des sujets nouveaux dans le cadre de cette semaine de l'industrie, puisque jeudi prochain, il y aura une grande conférence sur les énergies marines renouvelables et le Cotentin. Donc un sujet qui est également nouveau pour ce territoire, puisqu'il est nouveau à l'échelon national. Tout un tas de visites qui vont avoir lieu avec des personnes donc, qui sont soit des étudiants, soit des personnes qui sont en entreprise, qui vont aller visiter un certain nombre d'entreprises. Et ce qui est intéressant vraiment autour de ces thématiques, c'est qu'il y a une diversité de profils. J'ai vu un peu les inscrits qui étaient présents ce soir. Vous venez tous d'horizons différents, que ce soit dans vos fonctions, dans les entreprises, dans vos parcours respectifs. Donc ça fait plaisir de voir que tout le monde s'intéresse à cette thématique du nucléaire santé. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Jacques Foss qui va ouvrir le premier sujet donc, sur cette conférence pour le nucléaire. C'est une bonne conférence à tous.
vais simplement rappeler brièvement l'histoire historique de la découverte de la radioactivité, brièvement parce que c'est une conférence alors que j'ai détaillée et que j'ai déjà fait ici à Cherbourg au mois de décembre dernier, qui s'appelait Marie et Irène Curie, deux chimistes à l'origine de la découverte de l'énergie nucléaire. Donc je vais passer brièvement là-dessus, puis après montrer en fait ce qu'est la radioactivité et pourquoi, lorsque nos collègues et amis vont vous présenter les traceurs et l'effet des rayonnements, pourquoi justement on peut utiliser ces traceurs radioactifs donc, en médecine. C'est vers le bas. Alors, la découverte de la radioactivité. Alors simplement, donc ici vous retrouvez, c'est Henri Becquerel que vous avez ici sur la partie gauche. Donc, Henri Becquerel, c'est le premier en fait qui découvre cette émission de rayonnement tout à fait particulière, qui n'était pas les rayons X de Röntgen. Et il pense, lui, on va revenir là-dessus dans un instant, que c'est simplement dû à un seul élément qui est l'uranium. Il appelle ça des rayons uraniques. Et c'est donc Marie Curie, il y a beaucoup de prix Nobel sur cette photo. D'ailleurs, Marie Curie que vous voyez au milieu là-bas avec son mari Pierre et puis sa fille Irène. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 prix Nobel là, puisque c'est le père, le docteur Curie, qui était le père de Pierre Curie, qui est le dernier personnage. Donc qui va en fait montrer, elles vont montrer, toutes les deux, et puis bon, Pierre Curie fait associé aux travaux, en fait que ce phénomène de radioactivité était beaucoup plus général que ça. Voilà. Voilà, alors simplement, pour parler, évoquer aussi ici la Société des sciences de Cherbourg et sa bibliothèque, vous voyez dans les 4 volumes que vous avez là, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans cette bibliothèque, vous avez toute l'histoire en fait de la radioactivité, puisqu'on démarre en 96 et on va jusqu'en 1901. Donc, historique, je vous l'ai dit, 1896, donc Becquerel pense avoir découvert un phénomène sur l'uranium. Pierre et Marie Curie, alors oui, ça s'étale évidemment sur un certain nombre d'années, montrent qu'en fait, c'est un phénomène, eux, qui pensent, qui passe de l'uranium, mais jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au plomb et au bismuth, et par les descendants, via les descendants donc, de l'uranium et du thorium, qui sont des éléments qui étaient instables. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et jusqu'à ce qu'on arrive dans la stabilité, c'est-à-dire le plomb et le bismuth, et on a des éléments comme ça qui émettent des rayonnements, et c'est Marie Curie qui invente le mot émission de rayonnement, radioactivité. Dès 1901, vous voyez ici, découverte en fait des effets biologiques, c'est la séance du 3 juin 1901, mais il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres applications, mais en fait je pense que mes collègues en parleront tout à l'heure. Vous voyez ici, action physiologique des rayons du radium, de M. Henri Curie et M. Henri Becquerel, et P. Curie. Et donc, à la fin, vous voyez ici, les mains, une tendance générale à l'escamation. Évidemment, ils manipulaient ces composés. Les extrémités des doigts qui ont tenu les tubes et capsules, renfermant des produits très actifs, deviennent dures et parfois très douloureuses. Pour l'un d'entre nous, l'inflammation des extrémités des doigts dure une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau. Mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de 2 mois. Je vous ai mis ici, parce que ça c'est intéressant, c'est le discours Nobel. Vous savez, quand on a le prix Nobel, on doit faire un discours Nobel, une conférence Nobel. Et alors ce qui est assez curieux, c'est que vous voyez la date, c'est 1905. Or, en 1903, en fait, le premier des prix Nobel est partagé alors à 50% Becquerel et 50% Pierre et Marie Curie. C'est-à-dire c'est pas un tiers, c'est 50 d'un côté et puis 2 fois 25. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont le prix Nobel en 1905. Vous voyez, à l'époque, c'était les débuts du prix Nobel. Et Pierre et Marie Curie disent, bah, tiens, Becquerel, puisque toi tu vas chercher le prix Nobel, tu nous ramènes le nôtre parce qu'on n'a pas le temps. On a du travail à faire dans le laboratoire. Alors ça a beaucoup évidemment vexé les Suédois qui ont dit quand même, on a le prix Nobel, on vient chercher son prix Nobel et puis on fait son discours. Alors ils sont allés le faire 2 ans après. Et vous voyez que ces quelques lignes là sont quand même intéressantes. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter aussi, cette connaissance ne sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Et ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels qui entraînent l'époque vers la guerre.
Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Je pense que ça, c'est toujours d'actualité, un peu plus de 100 ans après. Malheureusement, vous le savez, Pierre Curie va décéder d'un accident, il va se faire écraser, parce qu'on avait déjà un camion à l'époque, mais c'était en fait une voiture à chevaux, l'année suivante. Et on va laisser passer une génération, ce sont les enfants, enfin Irène, fille de Pierre et Marie Curie, et son mari Frédéric Joliot, qui vont en fait mettre le point final à cette découverte de la radioactivité, et ils vont montrer qu'il est possible de créer, ça c'était tout à fait nouveau, une radioactivité de façon artificielle dans des éléments qui étaient stables. Jusque-là, la radioactivité était un phénomène qui ramenait effectivement des éléments instables vers la stabilité, et là on pouvait créer en fait ce phénomène donc, de façon artificielle, et on voyait à ce moment-là que ce phénomène de radioactivité en fait concernait tous les éléments de la classification. Ça leur vaudra aussi le prix Nobel donc, de chimie en 1935. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. On a là maintenant la connaissance donc, de ces phénomènes. Alors qu'est-ce que la radioactivité en quelques planches? Alors l'atome, évidemment, pour dire, bon, je vais traiter ça rapidement. J'ai mis à votre disposition des petites brochures qui sont peut-être un tout petit peu plus détaillées, que j'espère être grand public. Alors vous savez que l'atome en fait est constitué d'un noyau qui contient deux catégories de ce qu'on appelle des nucléons, des protons et des neutrons. Et donc le noyau, c'est les propriétés nucléaires, hein, comme son nom l'indique. Et puis autour de ce noyau, vous le savez, vous avez des électrons qui tournent autour. Et en fait, ces électrons, c'est eux qui vont donner des propriétés chimiques. C'est-à-dire d'un côté, vous avez des propriétés chimiques à cet atome, et d'un autre côté, vous avez des propriétés nucléaires. Donc en fait, quand on dit propriété chimique, c'est son comportement environnemental. Alors noyau nucléaire, électron, chimie, et évidemment la composition de ce noyau lui donne ses propriétés nucléaires. Et vous le voyez, la stabilité en fait dépend d'un strict équilibre entre son nombre de protons que j'ai mis en rouge ici et son nombre de neutrons en blanc. Vous avez néon 20 par exemple, vous voyez, vous avez 10 et 10, donc ça en fait bien là au total. Mais s'il y a un déséquilibre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est là qu'intervient ce phénomène de radioactivité, c'est-à-dire que le noyau va modifier sa structure, en fait, pour revenir vers la stabilité. Alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul. En faisant ça, il émet un ou plusieurs rayonnements que l'on sait détecter et que l'on peut utiliser. Ces rayonnements, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, qui portent des lettres grecques, alpha, bêta et gamma. Ce sont des noyaux de nature différente, et on dit à ce moment-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce noyau est radioactif. Alors dans un atome, évidemment, il y a autant d'électrons qui gravitent autour du noyau qu'il n'y a de protons dans ce noyau. En revanche, je peux modifier le nombre de neutrons, les blancs de tout à l'heure, je peux le modifier légèrement, et à ce moment-là, les propriétés nucléaires de mon noyau, donc de mon atome, vont changer. C'est ce qu'on appelle des isotopes, vous voyez, même nombre de protons, donc même nombre d'électrons, donc même chimie, même comportement chimique, mais un nombre différent de neutrons. Et c'est là qu'intervient cette définition des traceurs en termes de radioactivité, c'est-à-dire que vous allez avoir des atomes qui vont avoir le même comportement environnemental, le même comportement chimique parce qu'ils ont le même nombre d'électrons. En revanche, ils peuvent avoir évidemment des structures nucléaires différentes. Et à côté donc des noyaux qui sont stables, je pourrais avoir des noyaux instables qui vont revenir vers la stabilité en émettant donc un rayonnement. Je vais donc pouvoir détecter parce que je vais pouvoir suivre à la trace un élément stable. Alors là, je vous ai mis des isotopes, vous voyez, l'hydrogène, par exemple, il y en a 3, ici on entend parler du tritium, d'ailleurs, on a fait un colloque il n'y a pas si longtemps que ça, ici, sur le tritium, qui est l'isotope radioactif de l'hydrogène, et vous voyez, chaque élément, tous les éléments possèdent plusieurs isotopes stables et radioactifs. Et dans l'uranium, évidemment, on a les deux plus importants ici, vous en avez entendu parler. Ça, c'est la classification périodique, ça c'est pour rappeler les souvenirs de jeunesse, à peu près à tout le monde. Bon, vous avez la classification d'aujourd'hui, alors elle a beaucoup changé par rapport à celle que les plus anciens ont appris à l'école, mais voilà, 78 maintenant, vous voyez. Alors là, je vous ai mis un extrait, c'est pareil, c'est pour se brancher un petit peu sur les conférences qui viennent. C'est un extrait de la conférence Nobel d'Irène, cette fois-ci en 1935.
La diversité des natures chimiques, la diversité des vies moyennes de ces radioéléments synthétiques permettent sans doute des recherches nouvelles en biologie et physico-chimie. La méthode des indicateurs radioactifs, jusqu'alors réservée aux éléments de masse atomique élevée, peut être généralisée à un très grand nombre d'éléments distribués dans toute la classification, puisqu'il venait de montrer, donc Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie, que justement, cette radioactivité touchait tous les éléments, pas seulement les éléments lourds. En biologie, par exemple, la méthode des indicateurs, employant des radioéléments synthétiques, permettrait d'étudier facilement le problème de la localisation et de l'élimination d'éléments divers introduits dans les organismes vivants. Et la dernière phrase est importante, vous voyez, il n'est pas utile dans ces recherches d'introduire des quantités importantes de l'isotopes radioactifs. Ces quantités sont fixées par la sensibilité de l'appareil détecteur. Il y a une très grande différence entre une sensibilité chimique et une sensibilité, on va dire, radiochimique, c'est-à-dire qu'on peut détecter un atome quasiment, de façon tout à fait théorique. Alors qu'en chimie, pour détecter un élément, il faut en avoir des milliards et des milliards. Radioactivité artificielle, donc 1934, on ne va pas revenir là-dessus. Donc on peut fabriquer d'autres radioéléments, en particulier donc avec des cyclotrons ou des accélérateurs. Alors la radioactivité, ça ne se voit pas, mais ça se détecte. Ça, vous pouvez me prendre, c'est deux photos chez moi que j'avais prises à deux instants différents. Un matin où il y avait du gel, comme on a vu il n'y a pas longtemps. Et je vous assure que les toiles d'araignée elles sont toujours là sur le côté. Ça, bon, voilà, on ne les voit plus, il faut un détecteur pour voir un petit peu toute la matière. C'est un processus aussi, vous le savez, la radioactivité qui décroît avec le temps. En gros, quand il en reste la moitié, on est au bout de ce qu'on appelle une période, le temps nécessaire pour que la moitié du nombre initial de noyaux soit désintégré. Alors évidemment, quand il reste le quart, je suis à 2 périodes, le huitième à 3 périodes, etc. Il y a des heures d'ingénieur, il y en a un qu'on arrive à faire ça. Alors, les unités, je ne veux pas trop revenir, mais je pense qu'on peut en parler tout à l'heure. Vous savez, l'unité de l'activité, en fait, c'est ce qu'on appelle le becquerel. Marie Curie avait défini une autre unité qui avait appelé Curie, évidemment. Et en fait, il y a eu une grosse différence entre les deux. C'était à peu près l'activité d'1 gramme de radium-226, le fameux radium qu'elle avait isolé. Mais justement, le à peu près, c'est pas très bon pour des métrologistes. Donc, on a un beau jour décidé qu'on prendrait une intégration par seconde, ce qui évidemment est une toute petite unité. En réalité, c'est pour ça que vous entendez souvent parler en millions ou en milliards de becquerels, parce que vous voyez, ça fait évidemment pas grand-chose à ce moment-là. Unité qui a disparu en janvier 1986. Alors, la radioactivité est partout, ça vous le savez sans doute, et nous-mêmes, là, en ce moment, on est en train de balancer des rayonnements sur nos voisins, qui nous les rendent d'ailleurs. En fonction, vous voyez, de notre masse, on peut calculer à peu près notre radioactivité naturelle, évidemment. Ce qui fait que, la valeur 0 becquerel, évidemment, c'est impossible à trouver, de préférence peut être que la radioactivité naturelle. Alors, une autre unité, c'est évidemment quand on regarde l'effet des rayonnements sur la matière, c'est l'énergie par unité de masse, c'est ce qu'on appelle la dose, et il y a une unité qui s'appelle le grec, peu importe, 1 joule par kilogramme, ce sont les unités respectivement d'énergie et de masse. Et ça ne définit pas en fait l'effet sur la matière vivante. Parce que là, il faut tenir compte d'autres facteurs, il faut tenir compte de la nature du rayonnement, on a eu tout à l'heure alpha, bêta, gamma, il faut tenir compte évidemment du fait que les effets ne seront pas les mêmes selon que la distribution sera homogène ou non sur tout l'organisme. Et on remplace ça à ce moment-là par l'équivalent de dose, c'est une unité que les gens ici connaissent bien parce qu'on en parle souvent, non pas en sievert, qui c'est beaucoup, mais plutôt en milli et en micro, c'est-à-dire en millième et en millionième. Alors ce qui est intéressant avec cette unité, c'est que ça définit bien l'effet sur la matière vivante, et il n'y a pas de distinction évidemment entre la radioactivité naturelle ou la radioactivité artificielle. À partir du moment où vous avez un rayonnement donné, avec une énergie donnée donc, dans l'organisme, et bien que qu'il soit arrivé de façon artificielle ou naturelle, évidemment la mesure en sievert sera la même. Donc voilà, quantité de radioactivité en becquerel, mesurée donc par le grès, et l'effet produit par cette dose est mesurée par le sievert. Alors cette radioactivité, vous voyez, donc on l'utilise dans diverses applications. L'émission de rayonnement, évidemment. Alors cette émission de rayonnement, ça peut aussi être des rayons qui sont des rayons cousins des rayons gamma, c'est-à-dire les rayons X.
Donc à ce moment-là, on utilise aussi des accélérateurs d'électrons pour produire ces X, ou bien on utilise des électrons. Et ou bien donc on utilise l'émission de ces rayonnements, ou encore, vous voyez, encore une fois, la capacité du traceur, c'est-à-dire celui qui a les mêmes propriétés chimiques qu'un élément stable, mais qui en plus émet donc un rayonnement. Voilà, donc après, il y a toutes ces applications. Alors, il y en a de nombreuses applications, en particulier donc, dans l'industrie et même d'ailleurs dans l'art. Mais ce soir, donc, on va parler plutôt médecine. Et vous voyez donc encore une fois les propriétés, la décroissance dans le temps, comme on l'a vu, l'émission de rayonnement, la sensibilité de détection dont je vous ai parlé, et l'identité chimique. Voilà un petit peu tous les domaines. Alors évidemment, lorsqu'on n'a pas besoin d'une durée de vie longue, on choisit, on a le choix, on choisit des radioéléments qui ont des durées de vie courtes, c'est ce qu'on appelle les périodes radioactives, qui peuvent être inférieures à quelques jours, auquel cas, évidemment, après un mois, il y a quasiment plus rien. Bon, on ne va pas détailler ça, vous aurez des documents, la radiostérilisation du matériel chirurgical, aussi, vous voyez, traitement du niveau, conservation des denrées alimentaires, et je crois que c'est la fin, je vais terminer sur celle-là, parce que vous voyez, c'est bien d'actualité. Dans l'Express, au 1er février 2012, on parlait, ça s'appelle chouette, même, vous voyez ici, les biberons conçus sous ionisation n'auront pas besoin d'être stérilisés. Une nouvelle propriété microbiologique, vous voyez, il suffit de les laver, rincer 3 fois. Cela suppose que le matériel ait été conçu selon un procédé appelé ionisation par les rayons gamma. On est bien donc dans ces applications. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention. Je vais passer la parole à mes collègues. Je pense que vous reconnaissez le